Ok. Mes respectueuses salutations, encore une fois. Merci d'être là. Il m'est demandé de présenter ce qu'a fait Anser les 5 premières années. Et je pense que c'est un bel exercice qui va permettre de voir en tout cas l'assise sur laquelle nous pensons finalement, de laquelle nous pensons nous projeter pour les 5 prochaines années. Il est important de signaler quand même l'historique parce que, comme vous le savez, Anser a été activé le 17 juillet 2020 avec la nomination des premiers mandataires. Mais avant ça, vous allez vous souvenir qu'en 2016, il y avait finalement cette loi qui permettait que Anser puisse exister. Et plus loin, vous allez aussi vous rendre compte qu'à un jalon précis, le président de la République lui-même a dû prendre des fonds de sa dotation présidentielle pour pouvoir consolider ou booster le fonds Mwinda. J'en parlerai tout à l'heure avec un peu plus des détails. Alors, bon, le temps que le salle arrive, nous avons commencé effectivement, comme l'a expliqué tout à l'heure le DG, on a commencé par réfléchir sur la planification. On vient sur un terrain qui est plus ou moins vierge. Il faut réfléchir sur la planification. Nous allons procéder comment? Nous allons commencer par quoi? Et par rapport à quel type d'objectif? On s'est fixé comme objectif pour 2025 d'atteindre 30%. Je vais avoir le slide suivant, s'il vous plaît. D'atteindre 30% du taux d'accès à l'électricité. Et effectivement, par rapport à ça, on a réfléchi sur une planification, les plans locaux d'électrification. C'est un répertoire d'à peu près 1000 projets, 1100 projets. Et à partir de ce répertoire, nous avons pu extirper plus ou moins 270 projets que nous avons intégrés dans ce qu'on appelle le programme d'investissement prioritaire. Et de ce programme d'investissement prioritaire, on a implémenté 65 projets. Ici, vous allez voir effectivement que pour 2025, comme je le disais tout à l'heure, le but était d'atteindre 30% du taux d'électrification. Évidemment, en 2040, atteindre 50%. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous dire que d'ici 2030, nous atteindrons 50%, mais on va y revenir sur la stratégie. Slide suivant. Voilà. Je parlais tout à l'heure de 270 projets que nous avions pu identifier et intégrer dans le programme d'investissement prioritaire. Et vous allez voir comment est-ce qu'on avait classé en fait les différents types de technologies, hein, les centrales hydroélectriques, la réhabilitation des centrales, les centrales solaires, sous tirage. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec l'évolution, nous sommes même en train de réfléchir sur des possibilités de la filière biogaz, valorisation des déchets pour produire de l'électricité. Nous sommes en train de réfléchir à l'interne, d'abord avec la cellule qui s'en occupe, et deuxièmement, nous avons un cadre avec l'ANAPI pour aller beaucoup plus loin au niveau de la ville. Et on s'est fixé effectivement l'objectif d'atteindre, comme vous voyez, 1 million. Revenez s'il vous plaît au slide, presque 1 million de ménages pour un budget de plus ou moins 550 millions de dollars. Donc, 1 million de ménages, plus ou moins 220 mégawatts, 270 projets, 750 millions de dollars, 745 millions de dollars. Alors, 5 ans après, on a reçu 50 millions de dollars. Ça, c'est la dotation de l'État, 50 millions de dollars plus ou moins. Next slide. On peut aller au suivant. Voilà, ici, ça j'en ai parlé. Hein. Ici, c'est effectivement la localisation de nos 270 projets. Slide suivant. On va aller vite parce que, voilà, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Je disais que 750 millions de dollars, c'était ça le target. Mais on a réussi à mobiliser 50 millions de dollars de l'État congolais. Je voudrais ici signaler une chose, c'est que
sert dans sa mission de promotion et de financement de l'électrification rurale et périurbaine. Il y a certes la dotation de l'État, il y a des redevances, mais il y a aussi cette mission de pouvoir capter des investissements privés. C'est ça qui justifie effectivement que nous sommes présents dans beaucoup de forums internationaux pour capter les investissements privés. Et pendant les 5 ans, il faut reconnaître que nous avons pu en tout cas établir des relations avec différents partenaires. Aujourd'hui, vous avez assisté par exemple à la signature du protocole d'accord avec Angélique, mais au mois de mars, par exemple, on a signé aussi un protocole d'accord pour un programme de 150 millions de dollars qui va concerner presque 200 villages avec la société GOF. Et ce type de contrat, il y en a beaucoup. Et en même temps, il y a quand même ce parallélisme que nous faisons de manière permanente avec le fonds que nous recevons de l'État. Et ce matin, j'ai beaucoup apprécié les interventions des différentes personnes où on insistait quand même sur la mobilisation du gouvernement pour davantage donner des moyens. Ici, je voudrais vous présenter les projets que nous avons pu réaliser dans ce premier quinquennat. Nous parlions de 65 projets engagés. Aujourd'hui, 22 projets sont complètement terminés. Et les 43 autres sont en cours, mais avec un taux d'avancement moyen de 60%. Le premier, c'était à Ipamu. C'est dans le Grand Bandundu, Ipamu, Bongayasa, Kilembe. Ça, ce sont nos tout premiers projets où vous allez voir qu'il y a eu... l'impact est très vivant. Vous allez suivre ça à travers quelques vidéos nous préparées par Sayanza. Nous avons implémenté une 50aine de kilomètres d'éclairage public à l'Équateur et puis un projet d'adduction d'eau effectivement à Ipamu. Parlant de l'éclairage public, tous nos projets pour lesquels on lance des appels d'offres ou pour lesquels on entre en relation directe avec des sociétés, il y a toujours un volet éclairage public. Certes, il y a la centrale pour donner de l'électricité à la population, mais il y a toujours un volet éclairage public et un volet usage productif. On va y revenir. Slide suivant. Revenez au slide avant. Je crois qu'il y a des projets éventuellement qu'on n'a pas cités. Je voudrais, ici on a juste donné un échantillon, mais je voudrais vous informer que nous avons des projets terminés dans le Grand Équateur, par exemple, Bongandanga, Bassankousou. Nous avons réalisé un soutirage ici à côté, Njili Brasserie, où on dessert cette région-là, à Mbatakiela, dans le Congo central, Kaléré, donc certes aujourd'hui il y a quelques soucis d'accès, Kaléré. Ici dans le Grand Bandundu, nous venons de terminer Bulungu, un programme de plus ou moins 1 mégawatt. Et dans le Grand Kasaï, nous avons électrifié la ville de Lumumba ville, à côté aussi à Tchumbe, Lusambo, c'est un projet en cours, Lubefu, Wembonyama. Voilà, donc ça, ce sont plus ou moins d'autres projets qui ont été développés dans les 65. On peut prendre le slide après. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc 22 achevés avec mission d'atteindre plus ou moins 600 000 ménages. On va dire un petit mot sur le fonds Mwinda. J'avais commencé à en parler un tout petit peu tout à l'heure. Lorsque le président a activé le fonds Mwinda, il a mis à disposition plus ou moins 5 millions de dollars de dotation présidentielle. Et avec ça, ça a permis de faire un programme intermédiaire qui présente ces chiffres-là. Par exemple, le segment qui concerne les SHS, on avait le target évidemment d'atteindre 25 000 ménages, mais à ce jour, 6 000 ménages sont atteints. On a fait un segment mini-réseau prévu pour 2050 branchements, mais on en a atteint 650. Ici, qu'est-ce qui se passait? Il existe des opérateurs qui ont déjà des centrales, des petites centrales parfois. Et ici, dans le contexte de son fonds Mwinda, il était question de faire des extensions, les aider à pouvoir augmenter les branchements partant des centrales existantes. Nous avons le segment utilisation productive. 10 000, c'était le target, mais à ce jour, nous sommes à plus ou moins 10 000 personnes effectivement qui sont
impactés. Je fais un petit commentaire ici dans le fonds Mwinda où nous avons un programme santé. À Kananga, on a mis en place un modèle en fait d'électrification des centres de santé. Il y a 6 centres de santé qui ont été électrifiés et puis un hôpital général de référence à Lukunga. Et les centres de santé, certes, ils sont électrifiés en fonction des équipements qu'ils ont avec des systèmes autonomes, mais en même temps, le modèle intègre un forage. Le forage qui, à la fois, alimente d'abord le centre de santé, mais il y a une ligne qui est tirée vers une localisation stratégique dans le village avec des fontaines pour pouvoir alimenter la population en eau potable. Nous avons eu des échanges la semaine passée avec le ministre de la Santé pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut mutualiser l'expertise et les ressources pour étendre, passer à l'échelle par rapport à ce projet pilote. Il nous informait par exemple que dans le cadre de PDL 145 territoires, il y a à peu près 300 centres de santé qui sont terminés. Mais pour la plupart, il y a un certain problème d'électricité et puis l'eau potable. Je pense que nous allons ensemble mettre en place un programme partant de notre modèle pour passer à l'échelle par rapport à ce projet. Usage productif aussi partant, voilà, 8800 segments cuisson propre. Et ça, le target était 8800, mais nous avons atteint plus ou moins 1262. Le volet cuisson propre fait partie de la vision fonds Mwinda. Lorsque je parlais tout à l'heure de biogaz, c'était toujours dans plus ou moins le même objectif. Le biogaz pour aider non seulement à électrifier, mais aussi à développer toute la dimension cuisson propre. Slide prochain. Alors, dans le cadre du fonds Mwinda, ça fait quand même quelques années, on a passé beaucoup de temps avec la Banque mondiale, qui est notre partenaire, à voir dans quelle mesure on peut recruter un gestionnaire international pour le fonds Mwinda. Le fonds qui finalement c'est un fonds multi-bailleur, mais effectivement pour avoir une crédibilité au niveau international dans les relations avec la Banque mondiale, on a dû recruter, au jour d'aujourd'hui, recruter un gestionnaire. Et la Banque mondiale aujourd'hui a pu disponibiliser plus ou moins 63 millions de dollars. C'est seulement cette année. Un programme qui partira cette année et l'année prochaine. Et le gestionnaire du fonds est déjà présent dans nos locaux. D'ailleurs, tout à l'heure, GreenMax, qui est ce gestionnaire international recruté, aura aussi quelques mots à dire tout à l'heure par rapport à notre vision de financement, non seulement d'usage productif, mais du financement de tout ce qui est accélération d'électricité dans les zones rurales et périurbaines. Tout à l'heure, le ministre de l'Énergie vous a parlé des réformes. Le Congo est partie prenante dans le grand programme Compact énergétique, un programme mondial qui vaudrait effectivement que 300 millions d'Africains subsahariens accèdent à l'électricité. Nous comptons 100 millions d'âmes. Nous sommes positionnés stratégiquement dans le cadre de ce programme et Anser y joue un rôle déterminant. Et pour pouvoir implémenter ou se positionner stratégiquement dans le cadre de ce programme M300, il fallait qu'on fasse un certain nombre de réformes. Et nous, Anser, on a pu contribuer en tout cas à pouvoir positionner des dispositions assez stratégiques dans la loi qui a été révisée récemment. Next step. Slide suivant. Oui. Les défis sont énormes. Je pense d'ailleurs qu'ici, c'est peut-être le lieu, effectivement, de faire ce benchmarking avec les autres pays d'Afrique. Regardez le Kenya, lorsque en RDC, nous recevions une dotation de l'État de 10 millions de dollars. Au Kenya, ils recevaient 418 millions de dollars. Au Nigeria, 129 millions. Le Sénégal, 513 millions. Nous avons été au Sénégal où le taux d'électrification au niveau rural dépasse les 70%. Mais c'est normal parce qu'il y a quand même
des fonds. Il y a une stratégie mise en place par l'État sénégalais ou les autres États que je viens de citer. Je ne cite que ceux-là, mais on peut faire un benchmarking avec beaucoup d'autres pays. Le grand défi aujourd'hui que nous avons, c'est celui-là, les ressources financières. Très souvent, chaque année, effectivement, nous sommes alignés sur la ligne budgétaire, mais le décaissement de ce fonds que l'État prévoit dans la loi des finances est très difficile à mobiliser. Et le maximum qu'on a pu, c'est 5%. Et ça, c'est un défi énorme à relever. Ça demande vraiment que nous puissions créer un cadre de concertation ou un cadre stratégique qui puisse permettre de sensibiliser au maximum les parties prenantes dans cette problématique au niveau du gouvernement et au niveau d'autres parties prenantes. Lourdeur administrative des bailleurs. Voilà, ça c'est... on évoque ça pour essayer de nous pousser à aller beaucoup plus loin. Oui, on n'a eu que 10 millions de dollars une année, mais il y a eu beaucoup de promesses aussi des bailleurs. L'idée, c'est de dire, l'État congolais, oui, c'est très peu, fait un effort. De l'autre côté, il est très important que les bailleurs, certes, soient mis en confiance et qu'ils puissent briser la lourdeur. Parce que, je vous dis, pour arriver à pouvoir lever 63 millions de la Banque mondiale, c'était vraiment un combat des titans, quoi. C'était très sérieux. Et on a cité que les 63 millions. Mais si je vous dis les programmes avec des bailleurs que nous avons, on parle en termes de plusieurs centaines de millions de dollars qu'on n'a toujours pas réussi à mobiliser parce qu'à leur niveau aussi, il y a une certaine lourdeur. L'État congolais fait un minimum d'efforts, effectivement, mais ici, c'est l'occasion de dire qu'il est vraiment temps qu'on puisse, de manière sincère, mutualiser les forces pour qu'en serre atteigne les objectifs assignés. Lourdeur administrative de rapport avec le régulateur. Ça, c'est aussi un souci. Certes, nous sommes jeunes, l'ARE et nous avons été créés au même moment. Nous sommes jeunes, l'ARE est jeune aussi par rapport à d'autres agences de régulation en Afrique. L'ARE a aussi ses défis à relever. Et tout ça fait effectivement que nous en pâtissons parce que nous dépendons aussi d'une certaine manière, dans certaines matières de l'ARE. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a terminé des projets, on a terminé des centrales, 22 centrales. Il y en a qu'on a terminé il y a 1 an. Mais on a connecté un certain nombre de ménages et d'usages productifs, mais on n'a pas tout connecté parce que nous sommes dans une période de test, mais en même temps, on a une grosse difficulté pour pouvoir positionner les opérateurs privés. Anser ne gère pas les centrales. La loi prévoit que l'ARE organise le recrutement du gestionnaire et de l'exploitant de la centrale. Et par la suite, l'Anser va coordonner cette exploitation, selon ce que dit la loi. Mais au jour d'aujourd'hui, l'ARE n'est pas encore suffisamment équipée pour pouvoir nous accompagner dans le recrutement d'un gestionnaire des centrales qui sont terminées. Et c'est ainsi que nous sommes en train, avec le ministre de l'Énergie, de trouver des mécanismes qui peuvent permettre à ce qu'on puisse avancer vite. Parce que vous savez, nos centrales solaires c'est des centrales avec stockage. 1 an pour une batterie, en termes d'amortissement, c'est beaucoup. Alors nous espérons vivement que cette question va être réglée très rapidement. Et c'est ainsi qu'on évoque ça, parce que dans les rapports avec l'ARE, ça c'est quand même un goulot d'étranglement. Le deuxième goulot d'étranglement, c'est plus ou moins la même cause, parce que les 5 dernières années, l'ARE n'a décerné qu'une vingtaine de titres. Hein, pourtant, on est dans une phase où nous encourageons vivement le secteur privé à se positionner dans le marché de l'électricité. Alors, l'obtention des titres reste aussi un peu quelque chose qui est lourd administrativement, mais nous sommes donnés quand même aussi d'autres moyens pour pouvoir aider les partenaires privés à aller vite. Nous avons construit ce que nous avons appelé le parcours de l'investisseur. Ça nous permet de prendre l'investisseur intéressé par la main
Et comme nous sommes un établissement public, nous avons des passerelles avec des institutions, autres institutions publiques. On peut rencontrer aisément l'ARE, aisément le secrétariat général, aisément le ministre. On peut les accompagner pour que les barrières éventuelles soient rompues et qu'on leur donne la possibilité de se positionner aisément dans le marché, évidemment avec notre accompagnement. Un autre défi, c'est la fiscalité douanière non incitative pour les investissements dans le secteur de l'électrification. Ça, c'est une question qui revient dans tous les sommets, tous les forats, toutes les rencontres. Cette question revient. Et je dois reconnaître que c'est une question qui finalement est en train d'être prise très au sérieux à différents niveaux. Et ça, évidemment, ça demande la contribution de nous tous, parce que l'ANSER à elle seule ne sait pas régler ce problème. C'est un problème qui est multidimensionnel en tout cas, mais je vois personnellement beaucoup d'efforts qui se font par-ci par-là. Nous avons un cadre de collaboration par exemple avec l'ANAPI. L'ANAPI qui a des possibilités par exemple d'organiser, de faciliter les exonérations. C'est aussi une autre procédure, mais au moins il y a déjà la procédure d'ANAPI qui permet de pouvoir faciliter par exemple l'exonération. Mais ça reste quand même un grand défi qui demande la mutualisation des forces de toutes les parties prenantes du secteur. Et la dynamique actuelle nous donne quand même l'espoir qu'on va aller vite. Prise en compte du contexte particulier des mini-réseaux dans les textes régissant le secteur. Ça, évidemment, ça nous ramène à la réforme qu'il y a eu récemment, mais nous pensons que nous devrions continuer à réfléchir. Parce que jusque-là, malgré quand même cette réforme, le secteur, en termes de droit, reste quand même un tout petit peu phagocyté. Nous nous encourageons à continuer à réfléchir dans le sens d'avoir des textes encore bien mieux. Slide suivant. Voilà, ici c'est l'occasion de pouvoir jeter des fleurs à certains partenaires qui se sont... qui ont montré de l'excellence dans notre manière de collaborer. Nous avons par exemple Hydrolinks qui est là, que nous avons rencontré déjà au départ dans le cadre de MyHydro. C'est le même groupe, le grand groupe. Avec MyHydro, on a été sur le terrain, on a un protocole d'accord d'une vingtaine de projets hydro à développer dans le Grand Kasaï. Ils ont fini les études. Le projet principal pour MyHydro, c'est la centrale de la Loubi de 4,5 MW. Et ils ont fait des études aussi sur un certain nombre de sites. Mais effectivement, nous les accompagnons depuis le début. Et je dois reconnaître que la question des titres que j'évoquais tout à l'heure a été un énorme blocage pour l'avancement. Mais nous pensons que avec ce qui est en train d'arriver en termes d'échanges ou de deals entre les États-Unis et la RDC, ça va aller très vite parce que c'est une société américaine. Hydrolinks, qui est le grand groupe, est en train d'amener 1,5 milliard de dollars. Il y a un projet intéressant dans le cadre de deals. Ils viennent de signer un protocole d'accord avec le ministère de l'Énergie de l'Angola. Dans le cadre du corridor Lobito-Kolwezi, il y a un projet pour tirer une ligne de l'Angola jusque chez nous à Kolwezi, 1200 mégawatts, 800 mégawatts qui iront chez les miniers et 400 mégawatts qui vont être desservis à la population, aux ménages, à tout ce qui est projet d'usage productif. Et ANSER est positionné également dans le contexte de ce déploiement. Hydrolinks, c'est aussi, on peut revenir, Hydrolinks, c'est aussi eux qui ont le projet de l'exploitation du méthane. Donc, vous savez que dans le lac Kivu, il y a une partie qui est exploitée de l'autre côté, et nous devons aussi, du côté congolais, produire notre méthane pour desservir la région Est. Hydrolinks est aussi positionné sur ça. Et il y a évidemment des contraintes, parce qu'il y a non seulement le ministère de l'Énergie qui est impliqué, mais il y a aussi le ministère des hydrocarbures. Évidemment, il y a certaines contraintes, mais qui sont en train d'être traitées. Et je crois qu'avec ces deals USA-DRC, ça peut faire avancer les choses rapidement. Nous avons les firmes allemandes. Aujourd'hui, nous avons quand même 2 firmes avec lesquelles nous avons un protocole d'accord. Nous avons la société GOF, avec laquelle on a signé au mois de mars. Le DG était à Berlin
au mois de mars pour signer un protocole d'accord avec Gulf. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour 150 millions de dollars et électrifier à peu près 200 villages. Et ça, c'est très, très avancé. C'est très avancé. Nous pensons en tout cas qu'avant la fin de cette année, ce programme sera lancé parce que tout le monde est impliqué dedans. Le président de la République, nous-mêmes, les ministères concernés, ça va aller très vite. Il y a aussi une deuxième société allemande, Solar 23, qui a eu aussi à signer un protocole d'accord au même moment avec le DG, et c'est plus ou moins un programme similaire. Nous avons Angélique, tout à l'heure, qui vient de signer avec le DG pour 182 millions. Et là, il y a beaucoup de projets hydrauliques, et, puisque c'est une de leurs expertises. Nous avons Rinfic qui est aussi impliqué dans ce projet, mais avec eux, c'est aussi un programme de quelques projets qu'on a dispersés, en tout cas, sur l'ensemble de nos territoires. Voilà. En termes de conclusion, mais je voulais qu'on me projette peut-être notre schéma. Hein. Oh. Est-ce qu'on m'entendait depuis tout ce temps? Ben, il fallait faire ça. Mais... Voilà, je crois que c'est bon. Est-ce qu'on peut me projeter... Bon, je regarde ça, mais qu'on me projette aussi de schéma à la fin hein, du plan stratégique. Ah, voilà, il est là. Voilà, ça, ce sont des chiffres que le DG a cités tout à l'heure dans son discours. Ça, c'est la vision. La vision pour les 5 ans à venir. Ceci devait être un défi sérieux pour le gouvernement. Nous, on prend ça déjà très, très au sérieux. Un défi sérieux pour le gouvernement, un défi sérieux pour les bailleurs de fonds qui nous accompagnent, mais un défi sérieux aussi pour le secteur privé. Les sociétés privées qui viennent se positionner dans ce marché intéressant et des sociétés privées que nous sommes déterminés aussi à accompagner. 52%, ce n'est pas une messe à faire. C'est bien décrit 52%, mais quand vous lisez des chiffres à l'intérieur, c'est vraiment c'est un réel combat. 7 800 millions de connexions à réaliser d'ici 2030. C'est le défi. Mais considérez aussi que ces chiffres sont globaux sur l'ensemble du territoire. Nous aurons nos défis à nous, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines. Ici, nous présentons des défis globaux. 7 800 000 connexions à réaliser, c'est presque 80 millions hein, de ménages, de Congolais qui sont connectés, presque 7 500 mégawatts. Pour desservir ce nombre-là de ménages, on doit d'ici 5 ans développer 7 500 mégawatts. Ce sont des chiffres que j'ai cités encore récemment. Après, il y a quelques personnes qui m'ont dit, mais est-ce que vous êtes réaliste? Est-ce que c'est possible? Bon, c'est juste pour dire que 7500, c'est un peu comme si on était censé produire plus ou moins 1300 mégawatts l'année. Mais j'évoque quelques potentiels. Vous savez, uniquement ici à Kinshasa, à Kimpese, le ministre en a parlé tout à l'heure, pas Kimpese, Kintsuka, Kimpese. À Kintsuka, c'est déjà 2000 mégawatts. Et tout à l'heure, le ministre disait qu'il était à Brazzaville pour des échanges avec l'État congolais d'en face. Ce sont des belles dynamiques qui peuvent permettre d'aller vite. Dans les Katanga, là-bas, sur l'eau-voie, je crois, si je ne me trompe pas, le DT peut me corriger, on a 3008 mégawatts de potentiel. Bon, maintenant, les technologies actuelles, les technologies que nous avons aujourd'hui, le solaire peut s'implémenter très rapidement. L'hydraulique, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres technologies aujourd'hui qui peuvent permettre d'aller très vite. Mais c'est un réel défi qui demande la mutualisation des forces de tout le monde. S'il y a une entité qui est absente là, ce n'est pas possible d'atteindre ça. Nous avons, oui, ça c'est un chiffre qu'on communique pour dire que pour que l'électricité puisse promouvoir effectivement le développement socio-économique, nous donnons beaucoup. Le secteur, tout ce qui est usage productif, occupe quand même une position stratégique dans notre politique. Parce que lorsque les usages productifs, les projets des petites industries et tout ça sont développés, c'est ça effectivement qui amène le développement économique, c'est ça qui amène de l'emploi, c'est ça qui augmente le PIB, c'est ça qui améliore la qualité de vie de nos concitoyens. Donc on fait beaucoup dans notre politique, dans notre stratégie, tout ce qui est usage productif occupe quand même une position stratégique. Maintenant, il y a un chiffre qui peut nous faire fuir, 39 milliards. Effectivement, on nous dit 39 milliards,
Le budget déjà de la nation du Congo, enfin du Congo, le budget lui-même, c'est presque le tiers de ça. Est-ce qu'on peut mobiliser 39 milliards, c'est mobilisable. Encore une fois, je vous dis, 39 milliards, c'est dans la globalité. Et puis, il faut considérer aussi que nous avons pris en compte la démarche que nous avons sur le compact 300, qui lui, évidemment, amène un projet à 36 milliards, avec une contribution à 17 milliards, à hauteur de 17 milliards d'autres parties prenantes. Mais ici, je voudrais peut-être dire aussi une chose, hein, pour que les chiffres ne puissent pas nous faire peur. Regardez, nous parlons de 7300, 7500 mégawatts. À ce jour, avec le développement de technologies, les prix baissent aussi. 1 mégawatt de solaire aujourd'hui, on est en mesure de le réaliser à plus ou moins $1 million. Hier, quelqu'un me disait même moins. 1 mégawatt en solaire, aujourd'hui, chez nous, on peut le réaliser à 1 mégawatt, à $1 million. Alors, si nous considérons qu'on doit développer 7500 mégawatts et qu'on supposait que les 7500 mégawatts étaient en solaire, c'est juste un exercice pour démystifier le chiffre 39 milliards. Hein. On considère que les 7500 mégawatts, on prenait 1 mégawatt à 1 million, donc on n'est plus dans les 39 milliards. C'est juste pour dire qu'on est à 8 milliards, on sait terminer tout ça. Ça, c'est pour démystifier un tout petit peu le grand chiffre. Mais maintenant, le grand chiffre, c'est clair qu'il prend en compte toutes les autres technologies. L'hydro, qui coûte un peu beaucoup plus cher, et ainsi de suite. Encore un slide. C'est le dernier, mais il fallait marquer conclusion, comme ça je conclus. Voilà, conclusion. Conclusion, c'est que nous sommes déterminés. Nous considérons que 5 ans après, nous avons acquis de l'expérience. 5 ans après, nous avons de l'expertise. 5 ans après, on sait très bien. Nous savons ce que nous sommes en train de faire et nous savons très bien ce que nous devons faire. Ce n'est plus la dimension technique qui pose problème. Non, c'est plus la dimension d'expertise, des connaissances. Nous avons aujourd'hui, 5 ans après, une expertise qui nous permet de réaliser ce que nous sommes en train de projeter, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan partenarial, que ce soit sur le plan stratégique. Ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose de très important, et je l'ai dit tout à l'heure, la mutualisation, en tout cas, des forces de toutes les parties prenantes. Particulièrement, la démarche stratégique à mettre en place avec le gouvernement et clairement aussi en montrant notre ouverture aux bailleurs de fonds et à tous les partenaires privés. Nous sommes très ouverts. Les partenaires privés, ceux qui nous suivent maintenant ou en ligne ou ailleurs, nous sommes aujourd'hui suffisamment équipés pour pouvoir accompagner des partenaires privés. Nous avons peut-être la chance que lorsque on est devant une montagne, on a des capacités de contourner la montagne, pourvu qu'on puisse atteindre l'objectif tout en restant dans la légalité. Merci. Possible d'aider, d'allumer le micro? Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Pépin Chouaté. Je suis expert, consultant indépendant. Monsieur le directeur général, merci beaucoup pour votre présentation. Je me permets de poser peut-être cette question qui... Vous avez soulevé une question sur la production et en même temps la distribution, l'exploitation, où il y a une lanceur qui va faire les appels d'offres pour recruter les constructeurs, mais c'est une autre institution qui va, l'ARE, qui va faire l'appel d'offres pour recruter l'exploitant. Est-ce que c'est quelque chose qui, parce que ça pose quand même un souci sur le délai d'exécution pour que l'électricité arrive chez le consommateur final? Est-ce qu'il y a une voie de sortie
sur ces questions-là. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Tchouaté. Hein. Ok, merci. Oui, il y a une voie de sortie. J'en ai parlé tout à l'heure, peut-être très rapidement. Tout le monde, toutes les parties prenantes concernées par le secteur sont aujourd'hui conscientes que ça, c'est un réel blocage. D'ailleurs, une confidence, le ministre en sortant d'ici, ils étaient en train de courir dans une réunion pour parler aussi de ça. Ça devient un problème national qu'il faut régler. Nous sommes en train de chercher une solution. Le ministre a mis en place une commission avec toutes les parties qui sont concernées par le secteur, de manière à ce qu'on puisse lever très très rapidement une option. Parce qu'il ne faudrait pas que ce problème de droit puisse nous bloquer avec toutes les conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure. Nous, on a des installations qui sont terminées il y a une année. On a la capacité, par exemple, dans certaines centrales, de connecter 10 000 ménages. Ben, on n'en a connecté que 500 parce qu'on ne peut pas aller plus loin vu qu'il faut recruter régulièrement un opérateur. Donc, aujourd'hui, il y a une piste qui est en train de se réfléchir. J'ai la foi qu'en tout cas, avant la fin des vacances, avant la fin du mois d'août, il y aura une option qui puisse nous permettre d'aller très vite. Donc ça, c'est pour vous rassurer. Merci. Ouais, le micro juste derrière, et puis on prendra la troisième. Et pour compléter ça, mais en attendant, nous, on a pris des dispositions transitoires. Des dispositions transitoires qui nous permettent en tout cas de pouvoir gérer, maintenir le système. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est ingénieur Yves Ngoma. Je suis directeur du service national des énergies nouvelles au ministère du Développement rural. Et nous avons suivi les défis 5 ans après. Anser nous a expliqué ce qu'il a déjà réalisé sur le terrain. Mais le défi est encore énorme à atteindre les 50% d'ici 2030. Mais je pense que le secteur étant vaste, là, vous avez dit, vous avez produit l'énergie, mais maintenant, pour que quelqu'un puisse s'en occuper, il faut qu'il y ait un appel d'offres par arrêt. Mais au moins, nous, en tant que ministère du Développement rural, nous nous occupons des paysans. Vous voyez, ces paysans-là, il est démuni, mais il a besoin aussi de l'énergie pour changer son standing de vie. Mais dans un premier temps, il faut procéder à l'organisation de tous ces paysans en association autogérée. C'est-à-dire il y a certaines énergies que nous appelons des petites énergies qui vont booster la population locale à améliorer ses conditions de vie. Ils ne vont pas attendre à ce que ARE puisse donner d'abord l'autorisation pour exploiter cette énergie. Alors moi, j'aurais bien voulu que nous puissions mûrir la question ensemble. Nous faisons ces rapprochements avec le ministère du Développement rural pour voir ensemble, surtout pour les petits exploitants, l'énergie qu'on a produite, qu'est-ce que nous pouvons en faire pour desservir cette population qui est très pauvre, qui en a besoin. Je pense que c'est une question que nous pouvons réfléchir ensemble et conjuguer ensemble les efforts pour qu'on puisse atteindre les 50% de l'énergie d'ici 2030. Merci. Merci beaucoup, M. Mboma. Il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que dans notre conseil d'administration, il y a un administrateur venant du développement rural. Ça, c'est une chose. La deuxième chose est que je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est très important qu'on puisse vraiment commencer à travailler ensemble. Au sein de l'ANSER, au travers de notre direction des projets, la direction de l'environnement et de développement socio-économique, notre directeur est là, voilà, c'est M. Aimé Eradi, qui est même l'initiateur du cadre dont je voudrais vous parler. On a mis en place un cadre de collaboration avec différentes entités qui peuvent participer au boosting du développement socio-économique local. Et dans ce cadre-là, vous avez par exemple le FOGEC, vous avez le Syncope, vous avez OVDA, FOGEC. Donc ce sont des structures en fait CADECO aussi. CADECO.
Parce qu'en fait, nous sommes en train d'aller vers même la numérisation de la manière de payer l'électricité. Et donc, Cadeco va essayer de nous aider un peu comme une entité d'inclusion bancaire et tout ça, pour faciliter tout ça aussi. Et là-dedans, ils font des réunions, ils viennent d'une mission à Chikapa tous, pour tester le premier modèle. Ils étaient tous là pour voir notre centrale de Chikapa, comment est-ce qu'il est possible déjà de mettre en place le modèle de développement socio-économique dont vous parlez. Nous allons vous approcher et nous vous suggérons aussi de venir. N'hésitez pas à venir rencontrer notre directeur dans le cadre de cette plateforme-là, enrichir les idées et avancer. Nous, on ne conçoit pas l'électrification sans des projets de développement. On peut donner l'électricité, mais si ça n'a pas un impact sur le développement socio-économique, sur l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens, c'est du vent. Donc ce que vous évoquez est très important. Et pour terminer, une autre information importante, c'est qu'on a signé il y a 2 semaines un protocole d'accord avec le FPI. Ça, c'est un protocole d'accord très intéressant, très sexy. Ce qui va se passer, c'est qu'eux, ils sont experts dans tout ce qui est financement des petites industries. Nous, dans ce que nous on fait au travers de cette même direction, c'est que nous collectons des données, nous faisons des études, des enquêtes socio-économiques pour comprendre le potentiel économique de la zone et voir comment, même au travers du réseau, connecter des entités qui vont facilement booster l'économie. Alors le FPI va venir nous appuyer sur ce plan-là. Nous, on construit des centrales et eux, ils viennent maintenant pour financer toutes les initiatives de projets d'usage productif pour permettre à ce que le développement économique soit effectif. Merci. Je pense qu'on va y revenir parce qu'il y a déjà un autre programme. Je veux prendre, j'ai vu la main d'une dame, s'il vous plaît, de ce côté-ci. Ça sera la dernière. Et puis on va enchaîner avec le programme qui suivra. La dernière question. Monsieur le DGA, merci pour votre brillant exposé. Le micro. Merci pour votre brillant exposé. Je suis Ataline Kiri, expert de l'UCPPP. Nous avons suivi vos réalisations sur les 5 ans. 5 ans, c'est l'âge où l'enfant quitte ses premiers pas. Pour entrer à l'âge de la maturité, on pose les bases où les bases de maturité sont posées. Vous avez fait allusion aux défis liés au financement, qu'ils soient publics comme bailleurs de fonds. Il est important de rappeler que la République démocratique du Congo, à ce jour, est dotée d'une loi sur les PPP, que je pense qu'il peut être une voie de financement innovant pour vos infrastructures, mais également pour vos projets à venir. L'UCPPP n'est pas là juste pour vous octroyer des avis de conformité, mais vu que vous avez les défis de financement et de l'autre côté, vous avez les partenaires privés, nous sommes là également pour vous accompagner dans les conseils et vos projets à venir. Voilà la contribution que j'ai emmenée. Merci beaucoup, madame. Je crois qu'on a un cadre de collaboration avec l'UCPP, mais il faut l'activer. Il faut l'activer. On s'est vu avec votre directeur général, je crois, dans un forum international aussi, et on a beaucoup d'échanges. Je pense que même dans notre modèle d'octroi des marchés, notre modèle de gestion plutôt, des centrales et tout ça, il y a dans notre schéma quelque part où l'UCPP apparaît. Donc, on a un cadre, mais maintenant, il faut l'activer. Merci de rappeler ça. N'hésitez pas à nous approcher et nous, on le fera. Merci beaucoup, monsieur le directeur général adjoint. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît? Eh bien, mesdames et messieurs, nous vous convions à partager notre déjeuner officiel de cette journée d'anniversaire. Bon appétit à toutes et à tous. Et on se retrouve après, ça sera pour poursuivre avec la présentation de la feuille de route Mwinda et surtout la présentation aussi de programmes de partenaires dans les secteurs et synergies possibles avec ANSER, donc la Banque mondiale, PNUD, l'ambassade de Suède, ACER, de Roseau Mwangaza. Et donc nous invitons nos protocoles à conduire le PCA suivi du DG et du DGA extérieur. Et pour ceux qui sont encore dans la salle, prière de rester un tout petit peu. On va vous remettre un petit ticket en carton, en papier, carrément, qui vous donnera accès dans notre salle.
Bon appétit à toutes et à tous.